La clé m'a glissé des doigts graisseux tandis que j'entendais la voix de ma belle-sœur fendre la vitre de la cuisine comme une lame rouillée. « Tu ne vas pas continuer comme ça, Megan. Tu te tapes mon mari depuis des mois. » J'ai figé sous le capot de ma vieille Mustang cabossée. Chaque muscle de mon corps se raidit soudainement. Le garage semblait plus petit, l'air plus épais. La voix de ma femme suivit, froide et calculatrice comme toujours. « Détends-toi, Trish. Jacques est trop stupide pour comprendre. Il répare ce vieux taco depuis 3 ans et n'arrive toujours pas à le faire fonctionner correctement. » J'ai essuyé mes mains sur le chiffon maculé d'huile, l'esprit s'emballant. 22 ans de mariage et c'est comme ça que je découvre que ma femme me trompait avec le mari de sa propre sœur. L'ironie ne m'échappait pas. Il s'avère que la seule chose à laquelle ma femme est restée fidèle est son professeur de pilates et une bouteille de Sauvignon blanc. Et Sophie? La voix de Trisha se brisa. Elle va être anéantie quand elle découvrira que son père n'est pas vraiment son père. La clé tomba bruyamment sur le sol en béton. Sophie, ma fille de 17 ans avec sa langue acérée et son addiction aux réseaux sociaux. La gamine qui avait hérité de mon sarcasme mais aurait hérité de l'intelligence de sa mère. Sauf que maintenant, je découvrais qu'elle n'avait peut-être rien hérité de moi du tout. Je me suis rapproché furtivement de la fenêtre, collant mon dos contre le mur du garage. À travers l'interstice des rideaux, je pouvais voir Megan faire les 100 pas dans la cuisine dans son tailleur coûteux, ses cheveux blonds tirés en ce chignon strict qu'elle portait pour intimider la partie adverse. Sophie n'a rien besoin de savoir, dit Megan, sa voix tombant à ce chuchotement dangereux qu'elle utilisait au tribunal. Evan et moi avons été prudents. Nous allons gérer ça discrètement. Evan, mon beau-frère, le gars qui vendait des voitures de luxe et dépensait plus pour son abonnement à la salle de sport que ce que je gagnais en un mois. Le même gars qui venait à nos barbecues familiaux depuis 15 ans, buvant ma bière et me tapant dans le dos tout en planifiant apparemment de se taper ma femme. J'avais toujours su que j'étais le mouton noir dans cette famille. Megan, avec son diplôme de droit et son salaire à 6 chiffres, mariée à Jacques le mécanicien, qui n'avait jamais vraiment dépassé le niveau du collège communautaire. Ses amis au club de golf m'appelaient le « premier mari » de Megan, comme si j'étais une sorte de répétition générale avant qu'elle ne trouve quelqu'un de mieux. Il s'avère qu'ils avaient raison. La porte de la cuisine claqua et j'entendis la voiture de Trish démarrer dans l'allée. J'ai attendu que le son s'estompe avant d'entrer dans la maison, mes bottes de travail laissant des traces d'huile sur les carreaux blancs impeccables de Megan. Elle était debout devant l'îlot de cuisine, faisant défiler son téléphone comme si rien ne s'était passé. « Salut, chérie », dis-je, d'une voix décontractée. « Comment s'est passée ta journée ?» Elle ne leva pas les yeux. « Bien. L'affaire Henderson passera en jugement le mois prochain. Je travaillerai tard la plupart des soirs. » Travailler tard, bien sûr. Je me demandais combien de ces soirées avaient été passées dans des chambres d'hôtel avec Evan. Sophie est à la répétition de théâtre, continua Megan, toujours concentrée sur son téléphone. Elle ne rentrera pas avant 20 heures. Il y a des restes de chinois dans le frigo. J'ai ouvert le réfrigérateur et attrapé une bière, profitant de ce moment pour étudier le reflet de ma femme dans la porte en acier inoxydable. Elle avait le même aspect que toujours. Belle, froide, intouchable, le genre de femme qui pouvait détruire la vie d'un homme sans jamais scier. Trish semblait contrariée quand elle est partie, dis-je, pour tâter le terrain. Les doigts de Megan se sont arrêtés sur l'écran de son téléphone pendant une fraction de seconde. Elle a des problèmes avec Evan. Des problèmes conjugaux. L'euphémisme du siècle. J'ai pris une longue gorgée de ma bière et m'adossé au comptoir, la regardant. Quel genre de problème? Les habituels. Elle leva enfin les yeux, ses yeux verts rencontrant les miens avec une indifférence calculée. Il a été distant ces derniers temps, rentrant tard, inventant des excuses. Elle pense qu'il pourrait avoir une liaison. Quel culot cette femme! Elle était assise là, décrivant sa propre liaison en me regardant droit dans les yeux, probablement en tirant un plaisir malsain de mon air d'ignare. C'est dur, dis-je. Evan a toujours semblé être un homme droit. Les lèvres de Megan se sont courbées en ce qui aurait pu être un sourire. Les hommes ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être, Jacques. Parfois, ils sont bien moins que ce que l'on pense. Message reçu, 5 sur 5. Je finis ma bière et montai à l'étage, la laissant à ce qu'elle faisait sur son téléphone. Probablement en train d'envoyer un SMS à son amant pour lui dire à quel point il était facile de duper le stupide mécanicien. Dans notre chambre,
Je me suis assis sur le bord du lit que nous partagions depuis plus de 2 décennies et j'ai essayé de digérer ce que j'avais appris. La liaison était déjà assez grave, mais le commentaire sur Sophie m'a frappé comme un coup de massue en pleine poitrine. Ma fille n'était-elle vraiment pas la mienne? Meghan m'avait-elle menti pendant 17 ans? J'ai sorti mon propre téléphone et j'ai regardé la photo de contact de Sophie, un selfie qu'elle avait pris le mois dernier, faisant cette bouche en cul de poule que tous les jeunes font de nos jours. Elle avait les yeux et le nez de Meghan, mais j'avais toujours pensé qu'elle avait mon menton obstiné et ma tendance à dire exactement ce qu'elle pensait, quelles qu'en soient les conséquences. Mais maintenant, je n'étais sûr de rien. Le son des talons de Meghan dans l'escalier me tira de mes pensées. Elle apparut dans l'embrasure de la porte, déjà changée dans ses vêtements de sport. « Je vais à la salle de sport », annonça-t-elle. « Ne m'attends pas, la salle de sport où Evan s'entraînait probablement aussi. » Comme c'était pratique. « Amuse-toi bien, dis-je, sans prendre la peine de lever les yeux de mon téléphone. » Elle hésita un instant, comme si elle allait ajouter quelque chose, puis se retourna et partit. J'ai écouté sa voiture quitter l'allée avant de bouger. Il était temps de faire un peu de travail de détective. J'ai commencé par sa commode, fouillant soigneusement dans les tiroirs remplis de lingerie coûteuse et de vêtements de marque. Rien. Le placard donna les mêmes résultats. Mais quand j'ai vérifié la poche de la veste qu'elle avait portée la veille, mes doigts se sont refermés sur quelque chose de petit et rectangulaire, un téléphone jetable. Mes mains tremblaient en l'allumant, faisant défiler message après message entre M et E. Les photos explicites me donnèrent la nausée, mais ce furent les autres messages qui mettaient vraiment le couteau dans la plaie. Hâte de commencer notre nouvelle vie ensemble, datant d'il y a 3 semaines. Jacques ne se doute de rien. Il est trop occupé avec sa stupide voiture pour remarquer ce qui se passe sous son nez. Et puis, d'il y a seulement 2 jours, une photo qui me glaça le sang. Une image d'échographie avec la légende « Notre petit secret grandit ». 12 semaines de grossesse. 12 semaines. Meghan était enceinte, et je n'étais absolument pas le père. Nous n'avions pas couché ensemble depuis des mois. J'ai fait défiler les messages en arrière, trouvant des références à des hôtels, des rendez-vous secrets et des plans pour l'avenir qui ne m'incluaient pas. Ils avaient planifié cela depuis près d'1 an, parlant de la façon dont ils géreraient le divorce, dont ils expliqueraient les choses à Sophie, dont ils résoudraient le « problème Jacques ». Le problème Jacques. C'est ce que j'étais devenu dans ma propre vie. J'ai pris des captures d'écran de tout et me les suis envoyées par email, puis j'ai remis le téléphone là où je l'avais trouvé. Meghan pensait qu'elle était si intelligente, mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle m'avait sous-estimé. Tout le monde l'avait toujours fait. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver Meghan déjà partie. Un mot sur le comptoir de la cuisine disait qu'elle avait une réunion tôt, mais je savais bien à quoi m'en tenir. Elle prenait probablement son petit déjeuner avec Evan, planifiant leur prochain coup dans cette partie d'échecs élaborée où j'étais censé être le pion ignorant. Sophie est entrée en titubant dans la cuisine vers 7 heures, ses cheveux en bataille et son uniforme scolaire froissé. Elle avait définitivement hérité de quelque chose de moi. La capacité d'avoir l'air affreux le matin. « Maman est déjà partie ?» demanda-t-elle, attrapant une barre énergétique dans le garde-manger. « Réunion tôt ?» dis-je en me servant une autre tasse de café. « Comment avance la production de la pièce de théâtre ?» Elle haussa les épaules, concentrée sur son téléphone. « Bien, on fait astérisque les sorcières de Salem astérisque. Je joue Abigail Williams. » L'ironie ne m'échappait pas. Ma fille jouait un personnage qui détruisait des vies avec des mensonges et de la manipulation. L'art imitant la vie, ou l'inverse. « C'est un grand rôle, dis-je. Ta mère doit être fière. » Sophie leva enfin les yeux de son téléphone, étudiant mon visage avec ses yeux vert perçants. « Tu vas bien, papa ? Tu as l'air bizarre. » Les enfants savaient toujours quand quelque chose n'allait pas. C'était comme s'ils avaient des détecteurs intégrés. « Juste fatigué, dis-je. » Longue nuit au garage, elle leva les yeux au ciel. « Tu ne vas jamais faire démarrer cette voiture. Maman dit que tu devrais juste acheter quelque chose de fiable au lieu de gaspiller du temps sur ce vieux taco. » Maman dit, je me demandais ce que maman avait bien pu dire d'autre sur moi dans mon dos. Après que Sophie fut partie pour l'école, je me suis assis seul dans ma cuisine, entouré de tous les appareils coûteux et des touches de designer que Meghan avait absolument voulu. Tout dans cette maison criait le succès et la sophistication. Tout, sauf moi. Mon téléphone vibra avec un message de mon meilleur ami, Boone. Un verre ce soir ?
Tu as l'air d'en avoir besoin. Boone tenait un bar en centre-ville appelé l'Ancre Rouillée. Un bouge qui attirait tout le monde, des policiers en civil aux ouvriers du bâtiment en passant par les avocats cherchant à s'encanailler pour une nuit. Il était lui-même un ancien flic, ce qui signifiait qu'il avait un talent pour lire les gens et un réseau de contacts qui pouvait découvrir des choses que les citoyens ordinaires ne pouvaient pas. Je lui ai répondu par SMS, « J'ai absolument quelque chose dont il faut que je te parle. » Le reste de la journée traîna en longueur. J'ai essayé de me concentrer sur le travail. Je possédais un petit garage de réparation automobile qui nous maintenait à peine à flot financièrement, mais mon esprit ne cessait de revenir à ces messages sur le téléphone de Megan, la façon désinvolte dont il discutait de la destruction de ma vie comme si j'étais un simple obstacle à éliminer. Vers 17 heures, je fermai le garage et me rendis à l'Ancre Rouillée. Le bar était exactement ce à quoi on s'attendait d'après le nom, bois sombre, enseigne lumineuse de bière, et le genre d'atmosphère où chacun s'occupait de ses affaires. Boone était derrière le bar, polissant des verres avec la précision méthodique de quelqu'un qui faisait ça depuis 20 ans. « Tu as une sale gueule », dit-il en guise de salutation. « Merci. Je me sens encore plus mal. » Il me versa un whisky sans que je le demande et s'appuya contre le bar. « Qu'est-ce qui te ronge ?» J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les captures d'écran que j'avais prises du téléphone jetable de Megan. Son expression s'assombrit à chaque image. « Bon sang, Jack. Depuis combien de temps ça dure ? Au moins 1 an d'après ce que je peux voir, peut-être plus. » J'ai avalé le whisky d'un trait et fit signe pour un autre. Le meilleur, c'est qu'elle est enceinte de son gosse. Boone laissa échapper un sifflement discret. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » Je ne sais pas encore, mais je ne vais pas me laisser faire sans me battre. Il étudia mon visage un long moment. Tu veux mon conseil ? Documente tout. Prends un bon avocat. Et quoi que tu penses faire pour te venger, ne le fais pas. Ça ne te nuira qu'au moment du divorce. Qui a parlé de divorce ? Allez, mec. Tu ne peux pas rester marié à quelqu'un qui te manipule comme ça. Il avait raison, bien sûr. Mais l'idée de simplement baisser les bras et les laisser gagner me donnait la nausée. Megan et Evan avaient passé des mois à se moquer de ma stupidité, de ma facilité à être dupé. Ils pensaient pouvoir simplement m'écarter et commencer leur nouvelle vie ensemble. Ils allaient apprendre à quel point ils se trompaient. « J'ai besoin que tu me rendes un service, dis-je. Tu as encore des contacts au service de police ? Quelques-uns. Pourquoi ? Je veux tout savoir sur Evan Morrison. Ses finances, ses affaires commerciales, toutes les casseroles au placard. Tu peux passer quelques appels ? Boone hésita. Jack, tu t'aventures sur un terrain dangereux ici. Ils l'ont rendu dangereux quand ils ont décidé de me duper de la sorte. Je ne fais que rééquilibrer les choses. Il soupira et tendit la main vers son téléphone. Donne-moi quelques jours, mais promets-moi de ne rien faire de stupide en attendant. Je levai mon verre dans un toast ironique. Définis le stupide. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, Megan était dans le salon, son ordinateur portable ouvert, faisant semblant de travailler sur une affaire. Elle leva les yeux en me voyant entrer, le nez se plissant légèrement. Tu sens le bar. J'étais au bar en train de prendre un verre avec Boone. Quel programme productif. Elle se tourna de nouveau vers son écran. Sophie est déjà au lit. Elle a un examen demain. Je me suis assis dans la chaise en face d'elle, étudiant son profil. Elle était vraiment belle. Le genre de femme qui faisait tourner les têtes en entrant dans une pièce. J'avais l'habitude de me sentir chanceux qu'elle m'ait choisi. Maintenant, je réalisais qu'elle ne m'avait jamais vraiment choisi. Je n'avais été qu'une commodité. « Comment ça va avec Trish ?» demandai-je d'un ton désinvolte, ses doigts s'arrêtant sur le clavier. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Hier, elle semblait plutôt contrariée. Tu as dit qu'elle avait des problèmes conjugaux. C'est compliqué. La voix de Megan était soigneusement neutre. Je ne veux pas vraiment m'impliquer dans leurs affaires personnelles. Trop tard pour ça, pensais-je. Tu es déjà impliqué jusqu'au cou. Peut-être devrions-nous les inviter à dîner ce week-end, suggérai-je. Montrer. Un peu de soutien familial. Le regard qu'elle me lança fut de pure panique, rapidement masqué. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ils ont besoin d'espace pour régler leurs problèmes. Ou peut-être que Trish a besoin de savoir quel genre d'homme elle a épousé. La tête de Megan se releva brusquement,
ses yeux se plissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je haussai les épaules, gardant une expression innocente. Rien de spécifique, juste que parfois les gens ne sont pas qui ils semblent être. Prends mon cas, par exemple. Tu penses probablement tout savoir de moi après 22 ans. Je pense te connaître plutôt bien. N'est-ce pas? Je me suis levé, m'étirant comme si j'étais fatigué. Eh bien, je suppose qu'on verra. Bonne nuit, Megan. Dors bien. Je montai à l'étage, la laissant me regarder partir avec un froncement de sourcils confus. Qu'elle se demande ce que je voulais dire. Qu'elle commence à se demander à quel point je savais vraiment. Le jeu ne faisait que commencer. 3 jours plus tard, Boone appela avec des informations qui firent bouillir mon sang encore plus fort. Evan Morrison n'était pas seulement un mari infidèle. C'était un mari infidèle qui avait un passé, 2 liaisons précédentes que les contacts de Boone avaient dévoilées. Toutes 2 avec des femmes mariées, toutes 2 se terminant mal pour les maris. Personnes impliquées. Les gars ont une méthode, a expliqué Boone au téléphone. Ils ciblent les femmes dans des mariages malheureux, leur fait se sentir spéciales, puis passent à autre chose quand les choses se compliquent. Sauf que cette fois, on dirait qu'ils comptent rester. Que voulez-vous dire? Un de mes gars a entendu dire par la bande qu'Evan cherchait des maisons dans la ville voisine. De grandes maisons, chères, le genre d'endroit où un avocat prospère et son nouveau mari voudraient vivre. Alors, ils n'avaient pas juste une aventure. Ils planifiaient toute une nouvelle vie ensemble. Ils ont probablement pensé qu'ils attendraient la naissance du bébé pour passer à l'action. Me laisser m'attacher à un autre enfant qui n'était pas le mien avant de me couper l'herbe sous le pied. Il y a autre chose, a poursuivi Boone. Evan se vantait auprès de ses potes à la salle de sport de sa mise à niveau. Apparemment, il racontait aux gens qu'il passait d'un modèle de base à une version de luxe. J'ai serré le téléphone plus fort. Il a dit ça mot pour mot, selon ma source. Le gars a une très haute opinion de lui-même. Cette nuit-là, j'ai décidé qu'il était temps d'adopter une approche plus directe. Je connaissais la routine d'Evan. Megan avait assez souvent mentionné qu'il travaillait tard le jeudi, généralement jusqu'à environ 20 heures. Ce qu'elle n'avait pas mentionné, c'est qu'il ne travaillait pas tard au concessionnaire. Je l'ai suivi de son bureau à un motel miteux en périphérie de la ville, le genre d'endroit qui louait des chambres à l'heure et ne posait pas de questions. Effectivement, la voiture de Megan était déjà sur le parking. Je suis resté longtemps dans mon camion, observant la lumière de la chambre 237 et réfléchissant à ce que je voulais faire. L'ancien Jacques les aurait affrontés, fait un esclandre, et aurait probablement fini par ressembler au mari fou et jaloux. Mais je n'étais plus l'ancien Jacques. Au lieu de cela, je suis sorti de mon camion et je me suis dirigé vers la BMW d'Evan. Magnifique voiture, bleu nuit, intérieur en cuir. Elle coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 6 mois. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. J'ai sorti mon canif et je me suis attaqué aux pneus. Pas pour les lacérer. Ce serait trop évident. Juste une petite perforation dans chacun. Le genre de chose qui provoquerait une fuite lente. Au moment où il sortirait de cette chambre de motel, il serait en rade. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai ouvert le capot et j'ai trouvé les câbles de la batterie. Quelques torsions rapides avec ma clé et son moteur n'iraient nulle part. Puis j'ai pris un morceau de papier et j'ai écrit un petit mot, « Félicitations pour le bébé. J'espère qu'il vous ressemblera. » J'ai glissé le mot sous son essuie-glace et je suis retourné à mon camion. Qu'ils se débrouillent pour rentrer chez eux. Qu'ils expliquent à la dépanneuse pourquoi ils étaient tous les 2 bloqués dans un motel de ce genre. J'étais presque arrivé à mon camion quand j'ai entendu des pas derrière moi. « Et, qu'est-ce que vous faites à ma voiture ?» Je me suis retourné et j'ai trouvé un agent de sécurité qui s'avançait vers moi, une lampe de poche à la main. Il était jeune, probablement étudiant, et semblait nerveux à l'idée d'affronter quelqu'un 2 fois plus grand que lui. Je vérifiais juste quelque chose, ai-je dit calmement. J'ai cru voir quelqu'un y toucher plus tôt. Vous devez partir, a-t-il dit, essayant d'avoir l'air autoritaire. C'est une propriété privée. Pas de problème. J'ai levé les mains en signe de paix. Isais juste mon bon samaritain. Je suis monté dans mon camion et j'ai démarré, observant dans mon rétroviseur l'agent de sécurité examiner la voiture d'Evan. À présent, il avait probablement trouvé le mot. Dans quelques minutes, il frapperait probablement à la porte de la chambre 237.
J'étais presque rentré chez moi quand mon téléphone a commencé à vibrer avec des appels de Megan. Je les ai laissés aller sur la messagerie vocale, sifflant en même temps que la radio. La laisser mariner un moment. La laisser se demander à quel point j'étais au courant et ce que j'allais faire. Le lendemain matin, Megan était déjà partie quand je me suis réveillé. Pas de mots cette fois, pas d'explication. Sophie était dans la cuisine, mais elle a à peine levé les yeux de son téléphone quand je suis entré. « Maman est encore partie tôt », a-t-elle dit sans qu'on le lui demande. Période chargée au travail, ai-je répondu en versant du café. Ouais, bien sûr. Le ton de Sophie était acerbe, plus amer qu'une adolescente de 17 ans ne devrait l'être. Elle est très occupée au travail ces derniers temps, et elle est super bizarre, encore plus bizarre que d'habitude. J'ai regardé ma fille plus attentivement. Ses yeux étaient cernés de rouge comme si elle avait pleuré ou n'avait pas bien dormi. « Tout va bien, ma chérie ?» Elle a finalement levé les yeux de son téléphone, et un instant, elle a ressemblé à la petite fille qui venait se blottir sur mes genoux quand elle faisait des cauchemars. « Papa, maman et toi, vous allez divorcer ?» La question m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. « Pourquoi demandes-tu ça ?»« Parce que vous parlez à peine maintenant. Et quand vous parlez, c'est comme si vous jouiez tous les deux une pièce étrange où vous faites semblant d'être des gens normaux. » Elle a posé son téléphone et m'a regardé directement. En plus, certaines de mes amies racontent des choses. Quel genre de choses? Sophie a hésité, puis a semblé prendre une décision. La mère de Madison travaille au motel sur la route 9. Elle a dit qu'elle avait vu la voiture de maman là-bas hier et qu'il y avait eu une sorte d'incident avec la voiture d'oncle Evan qui avait été vandalisée. Les petites villes. On ne pouvait pas éternuer sans que tout le monde soit au courant avant midi. Ta mère et oncle Evan se rencontraient probablement juste pour parler de tante Trish, ai-je dit prudemment. Tu sais qu'ils ont des problèmes. Papa. La voix de Sophie était neutre. J'ai 17 ans, pas 7. Je sais à quoi ressemble un conjoint infidèle. Je regarde maman le faire depuis des mois. Les mots sont restés en suspens entre nous. Ma fille intelligente et observatrice avait compris ce que j'avais été trop aveugle pour voir jusqu'à il y a quelques jours. Sophie, c'est bon, a-t-elle dit, se levant et attrapant son sac à dos. Je veux juste que tu saches que quand vous vous séparerez, je reste avec toi. Maman pourra aller vivre sa nouvelle vie avec oncle Evan et leur parfait petit bébé. Elle était presque à la porte quand ces mots ont fait leur chemin. Attends, comment savais-tu pour le bébé? Sophie s'est retournée, son expression triste et plus âgée que son âge. Elle a laissé un test de grossesse dans la poubelle de la salle de bain la semaine dernière. J'ai fait le calcul, papa. Vous ne vous comportez pas exactement comme des jeunes mariés ces derniers temps. Après qu'elle soit partie pour l'école, je suis resté seul dans ma cuisine et j'ai essayé de digérer le fait que ma fille adolescente m'avait protégé de la vérité sur mon propre mariage. L'humiliation brûlait plus fort que la trahison. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Nous devons parler. Retrouve-moi au Starbucks de Main Street à 14 h. Viens seul. Tish, ma belle-sœur, voulait me rencontrer. Ça promettait d'être intéressant. Je suis arrivé au Starbucks 15 minutes en avance et j'ai trouvé une table dans le coin arrière où nous pouvions parler en privé. Trish est arrivée exactement à l'heure, l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. Ses cheveux habituellement parfaits étaient attachés en une queue de cheval désordonnée et elle ne portait pas de maquillage. Merci d'être venu, a-t-elle dit, s'asseyant en face de moi. C'était le moins que je puisse faire, étant donné que nous sommes tous les deux dans le même bateau. Elle a ri, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. C'est ce que tu penses? Que nous sommes des victimes dans la même triste histoire? Ne le sommes-nous pas? Trish a fouillé dans son sac à main et en a sorti une chemise cartonnée épaisse de papier et de photographies. Elle l'a glissée sur la table vers moi. Ouvre-la. J'ai ouvert le dossier et j'ai eu la bouche bée. À l'intérieur, il y avait des dizaines de photos. Megan et Evan au restaurant, à l'hôtel, même dans la voiture d'Evan. Il y avait des emails imprimés, des messages textés ce qui ressemblait à des R. Élevé financier. Depuis combien de temps es-tu au courant, ai-je demandé. 8 mois, a-t-elle dit doucement. J'ai engagé un détective privé quand j'ai commencé à avoir des soupçons. J'ai eu des preuves en 2 semaines. 8 mois et tu ne m'as rien dit. J'allais le faire, mais ensuite j'ai réalisé quelque chose. Ses yeux se sont durcis. Il ne s'agissait pas seulement de leur liaison. Il prévoyait de nous détruire tous les deux.
Elle a tendu la main sur la table et a tourné vers une section vers la fin du dossier. Plus de mets imprimés, mais ceci était différent. Ceci était entre Meghan et Evan, discutant de leur stratégie de sortie. Lis celui daté d'il y a 3 semaines, a dit Trish. Je l'ai trouvé et j'ai lu à voix haute, Trish sera facile à gérer. Elle est trop faible pour se défendre et elle n'a pas les ressources pour un bon avocat. Jack est le plus gros problème. Il n'est pas aussi stupide qu'il en a l'air et il connaît des gens dans cette ville. Nous devons le discréditer avant de passer à l'action. Continue de lire. J'ai documenté sa consommation d'alcool, ses sautes d'humeur, sa négligence envers Sophie. Le moment venu, je le dépeindrai comme un alcoolique instable à qui l'on ne peut confier la garde. Quand j'aurai fini, il aura de la chance d'obtenir des visites supervisées. J'ai levé les yeux vers Trish, qui me regardait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Il planifie ça depuis des mois, a-t-elle poursuivi. La liaison n'était que le début. Ils veulent tout prendre. La maison, les enfants, nos réputations. Ils veulent nous laisser sans rien. Alors, qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet? Trish s'est penchée en avant, sa voix tombant dans un murmure. Je veux les détruire en premier. J'y pense depuis des mois, a poursuivi Trish, sa voix ferme et froide. Ils se croient si intelligents, si prudents, mais ils ont commis une erreur cruciale. Qu'est-ce que c'est? Ils nous ont sous-estimés tous les deux. Elle a tapé sur le dossier. Tout ce dont vous avez besoin est là-dedans. Des relevés financiers montrant qu'Evan a caché des biens. Des preuves de l'inconduite professionnelle de Meghan. Elle a utilisé les ressources du cabinet pour des affaires personnelles, y compris payer des chambres d'hôtel avec la carte de crédit de l'entreprise. J'ai feuilleté d'autres pages, étonné par la minutie de sa documentation, relevés bancaires, factures de carte de crédit, relevés téléphoniques, même des données de suivi GPS de la voiture d'Evan. C'est incroyable, mais pourquoi venir me voir maintenant? Parce que le petit coup d'hier avec la voiture m'a dit que vous étiez enfin prêt à riposter. Elle a souri pour la première fois depuis qu'elle s'était assise. De plus, j'ai besoin d'un allié. Ce que je prévois nécessite 2 personnes. Qu'est-ce que tu prévois exactement? Trish s'est penchée en arrière sur sa chaise, ressemblant davantage à l'agente immobilière prospère que je connaissais depuis 15 ans. Humiliation publique, destruction sociale complète, ruine financière. Je veux qu'ils perdent tout ce qui compte pour eux. Leur réputation, leur carrière, leurs amis, leur famille. Ça a l'air cruel, vindicatif. Elle a haussé les épaules. Ils ont commencé cette guerre, Jack. Je prévois juste de la finir. J'ai de nouveau baissé les yeux sur le dossier, pensant à toutes les nuits où je m'étais demandé si je perdais la tête. Si j'imaginais la distance entre Meghan et moi, toutes les fois où elle m'avait fait sentir que j'étais le problème, que je n'étais pas assez bien pour son monde sophistiqué. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'abord, nous devons vous trouver un bon avocat. Pas n'importe quel avocat, un requin. Quelqu'un qui se spécialise dans la destruction des conjoints infidèles. Elle a glissé une carte de visite sur la table. Tina Rodriguez. Elle est chère, mais elle en vaut la peine. Comment la connais-tu? J'ai planifié ça pendant des mois, tu te souviens? J'ai fait mes recherches sur tout. Le sourire de Trish est devenu prédateur. Tina a la réputation de détruire les maris infidèles et leurs maîtresses. Elle va adorer cette affaire. J'ai mis la carte de visite dans ma poche. Quoi d'autre? Le timing est primordial. Nous ne pouvons pas simplement déverser toutes ces preuves d'un coup. Cela doit être stratégique. Impact maximal. Elle a sorti son téléphone et m'a montré un calendrier. Thanksgiving est dans 2 semaines. Toute la famille sera là, y compris les parents de Meghan et son frère de Californie. Tu veux faire ça au dîner de Thanksgiving? Je veux faire la première phase au dîner de Thanksgiving, la grande révélation devant tous ceux qui comptent pour eux. Ses yeux brillaient d'impatience. Mais ce n'est que le début. Nous avons passé l'heure suivante à examiner son plan endetté. Il était élaboré, impitoyable et absolument brillant. Quand nous avons eu fini, je commençais à comprendre pourquoi Trish avait si bien réussi dans l'immobilier. Elle ne se contentait pas de vendre des maisons. Elle comprenait les gens, leurs motivations, leurs faiblesses. Il y a une dernière chose, a-t-elle dit alors que nous nous préparions à partir. Nous devons être absolument certains de pouvoir nous faire confiance. Ce que nous planifions, si l'un de nous se retire ou perd courage, l'autre est détruit.
Je suis partant, ai-je dit sans hésitation. Ils veulent me dépeindre comme le méchant. Très bien. Je serai le meilleur des salauds que cette ville ait jamais connu. Cet après-midi-là, j'ai appelé Tina Rodriguez et j'ai pris rendez-vous. Son bureau était dans le quartier chic de la ville, tout en verre et en acier, et intimidant. Elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être 40 ans, avec le genre de costume élégant et de sourire encore plus acéré qui coûtait probablement une fortune à ses clients. Monsieur Thompson, a-t-elle dit en me faisant signe de m'asseoir sur une chaise en face de son imposant bureau. Trish Morrison m'a donné un bref aperçu de votre situation. Je dois dire que c'est l'un des cas les plus intéressants que j'ai vus cette année. Je lui ai tendu des copies de tout le dossier de Trish. Elle a passé 20 minutes à examiner les documents, prenant occasionnellement des notes ou posant des questions de clarification. C'est très minutieux, a-t-elle finalement dit. Votre belle-sœur a été très occupée. Pouvez-vous m'aider? Oh, je peux faire bien plus que vous aider. Je peux les enterrer. Elle s'est penchée en avant, son expression prédatrice. Votre femme se croit intelligente, mais elle a commis plusieurs erreurs critiques. L'utilisation des ressources de l'entreprise à des fins personnelles est un motif de licenciement et d'éventuelles poursuites pénales. La liaison elle-même nous donne un levier dans la procédure de divorce et la grossesse. Qu'en est-il de la grossesse? Si vous pouvez prouver que l'enfant n'est pas le vôtre, elle ne pourra pas réclamer de pension alimentaire. En fait, étant donné les circonstances, vous pourriez être en mesure de poursuivre en justice pour préjudice moral. Le sourire de Tina était tranchant comme un rasoir. Quand j'aurai fini avec elle, Megan ne pourra plus obtenir de poste dans un petit cabinet d'avocats de petite ville, sans parler de maintenir son mode de vie actuel. Et Evan. L'adultère est toujours un motif de divorce dans cet état. Trish lui prendra tout ce qu'il possède, et sa réputation dans le monde des affaires sera détruite. Personne ne voudra acheter de voiture à un homme incapable de tenir ses vœux de mariage. Une sombre satisfaction s'installa dans ma poitrine. Combien de temps cela prendra-t-il? Cela dépend jusqu'où vous voulez aller. Nous pourrions régler ça discrètement, ou, elle laissa sa phrase en suspens, attendant ma réponse. Je veux aller aussi loin que la loi le permet. Alors nous commençons immédiatement. J'aurai besoin que vous signiez des documents et que vous me versiez des honoraires d'avance. Je vous préviens, ça va devenir laid avant de s'améliorer. Bon, dis-je en tendant le bras vers mon chéquier. La laideur, c'est exactement ce qu'il mérite. Ce soir-là, je suis rentré à la maison pour trouver Megan dans le salon, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Elle se retourna brusquement en me voyant entrer, le visage rougi par la colère. Où étais-tu passé toute la journée? Dehors, dis-je calmement. Pourquoi? Trish m'a appelé. Elle m'a dit que vous aviez pris un café ce matin. Oui. Femme agréable. Très méticuleuse. Les yeux de Megan se plissèrent. De quoi avez-vous parlé? Oh, de tout et de rien. Des problèmes de famille, des problèmes de couple. Je m'assis dans mon fauteuil et pris la télécommande. Elle traverse une période difficile avec Evan. Jacques. La voix de Megan était parfaitement maîtrisée. Je crois qu'il y a des choses dont nous devons discuter, comme... Elle s'assit au bord du canapé, les mains fermement jointes sur ses genoux. Je sais que tu es méfiant ces derniers temps, que tu agis bizarrement, que tu poses des questions. Ah oui? Ne joue pas avec moi. Son masque tombait, révélant la froideur calculatrice qui se cachait dessous. Si tu as quelque chose à dire, dis-le simplement. Je regardais ma femme, je la regardais vraiment, et ne ressentis rien d'autre que du mépris. Cette femme avait partagé mon lit pendant 22 ans, élevé ma fille, construit une vie avec moi, tout en planifiant ma destruction dans mon dos. Je n'ai rien à dire, Megan, mais j'ai l'impression que toi, si. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Pour la première fois depuis des années, elle parut incertaine. Je suis enceinte, dit-elle enfin. Félicitations. Qui est le père? Les mots restèrent suspendus. Entre nous comme une arme chargée. Le visage de Megan devint blanc, puis rouge, puis redevint blanc. Comment oses-tu? C'est une simple question. Nous n'avons pas couché ensemble depuis 4 mois, alors soit c'est la prochaine naissance virginale, soit tu as satisfait tes besoins ailleurs. Elle se leva brusquement, les mains tremblantes. Je n'ai pas à écouter ça. Non, tu n'as pas à le faire. Mais tu vas quand même le faire.
Je me levai aussi. Et pour la première fois de notre mariage, c'est moi qui détenais tout le pouvoir. Voyez-vous, le fait d'être sous-estimé toute sa vie fait que les gens deviennent négligents autour de vous. Ils disent des choses qu'ils ne devraient pas dire. Ils laissent traîner des preuves. Ils commettent des erreurs. Jacques, je sais pour Evan. Je sais pour les hôtels, le téléphone jetable, les plans pour votre nouvelle vie ensemble. Je sais pour la maison que tu as visitée, les histoires que tu as racontées sur moi, la stratégie de sortie que tu as préparée pendant des mois. Megan s'enfonça dans le canapé, le visage gris. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. La seule question maintenant est de savoir ce que nous allons faire. Elle leva les yeux vers moi avec ce qui aurait pu être de la peur. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu comprennes que la partie a changé. Tu ne joues plus contre le stupide mécanicien. Tu joues contre quelqu'un qui sait exactement ce que tu es et exactement ce que tu as fait. Je me dirigeai vers l'escalier, puis me retournai. Oh, et Megan, tu voudras peut-être appeler Evan. Sa voiture a eu des problèmes hier. Je suis sûr qu'il t'en a déjà tout dit. Je la laissai assise là et montai faire ma valise. Il était temps que la phase suivante du plan commence. 2 semaines plus tard, j'étais assis dans la salle à manger des parents de Megan, au milieu du chaos annuel de Thanksgiving. Sa mère s'était surpassée avec les décorations, feuilles d'automne, figurines de pèlerins et assez de nourriture pour nourrir une petite armée. Toute la famille élargie était là. Les parents de Megan, son frère David de Californie, Trish et Evan, Sophie, ainsi que divers cousins et leurs enfants. Tout le monde faisait semblant que tout était normal. Megan était assise en face de moi, bavardant avec sa mère à propos du cabinet d'avocat. Evan était à l'autre bout de la table, racontant à David ses derniers chiffres de vente. Trish était l'image même de l'hôtesse parfaite, s'assurant que le verre de vin de chacun restait plein. Seule Sophie semblait percevoir le courant sous-jacent de tension. Elle me jetait des regards inquiets, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose explose. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Je me levai pendant le plat principal, tapotant mon couteau contre mon verre de vin pour attirer l'attention de tous. La conversation s'éteignit progressivement tandis que tous les regards se tournaient vers moi. J'aimerais porter un toast, annonçai-je en levant mon verre. Megan sembla paniquer. Jacques, peut-être devrions-nous. C'est le moment idéal, l'interrompis-je en douceur. Après tout, nous avons tant de raisons d'être reconnaissants cette année. La famille, la santé, les nouveaux départs. Je fis une pause, parcourant la table du regard, observant tous les visages expectants. Et bien sûr, nous avons une excellente nouvelle à partager. Megan est enceinte. Un chœur de félicitations éclata autour de la table. La mère de Megan poussa un cri de joie. David commença à dire à quel point ce serait formidable pour Sophie d'avoir un frère ou une sœur. Tout le monde souriait et levait son verre. Tout le monde sauf Megan, Evan et Trish, qui me fixaient comme si je venais d'allumer une mèche explosive. Mais attendez, poursuivis-je, ma voix traversant la célébration. Il y a d'autres bonnes nouvelles. Nous savons en fait qui est le père. La pièce devint d'un silence de mort. Jacques, arrête, murmura Megan, le visage blanc comme la nappe. Pourquoi arrêterais-je? C'est une célébration. Je me tournai vers Evan, qui semblait sur le point de vomir. Félicitations, Evan. Tu vas être papa. Le silence s'étira pendant ce qui sembla être une éternité. Puis la mère de Megan prit la parole, d'une voix confuse. Je ne comprends pas, Jacques. De quoi parles-tu? Je parle du fait que ma femme a une liaison avec le mari de sa sœur depuis plus d'1 an. Je parle de reçus d'hôtel, de téléphones jetables et de photos d'échographie envoyées à son amant. Je fouillai dans ma veste et en sortis une pile de photos imprimées. Je parle de ça. Je jetai les photos sur la table comme des confettis. Des images de Megan et Evan au restaurant, à l'hôtel, dans sa voiture. Les preuves de leur trahison éparpillées sur le festin de Thanksgiving comme une bénédiction obscène. Le chaos éclata. La mère de Megan se mit à pleurer. Son père commença à crier. David sauta de sa chaise, exigeant de savoir ce qui lui se passait. Sophie resta figée, fixant les photos avec un mélange d'horreur et de satisfaction. Mais ce fut Trish qui fournit le véritable feu d'artifice. Elle se leva lentement, prit son verre de vin et en jeta le contenu directement sur le visage de Megan.
Espèce de garce menteuse et traîtresse, dit-elle sur un ton de conversation. Pensais-tu vraiment que je ne savais pas? Meghan balbutia, le vin dégoulinant de ses cheveux sur sa robe chère. Trish, je peux expliquer. Expliquer quoi? Comment tu as couché avec mon mari tout en prétendant être ma sœur? Comment tu as planifié la destruction de Jacques tout en jouant les victimes? La voix de Trish devenait plus forte, plus vicieuse. Comment tu as utilisé les ressources du cabinet pour payer votre petit nid d'amour? Ce dernier point attira l'attention de tous. Le père de Meghan, un juge à la retraite, devint très silencieux. Qu'est-ce que tu viens de dire à propos des ressources du cabinet? Elle a utilisé la carte de crédit de l'entreprise pour payer des chambres d'hôtel, dis-je utilement, entre autres. Tout est documenté. Evan retrouva enfin sa voix. C'est de la folie. Vous êtes tous fous. Vraiment? Trish se tourna vers lui avec une fureur qui s'était accumulée pendant des mois. Dois-je raconter à tout le monde tes autres liaisons, Evan, la secrétaire de ton ancien travail, la femme du client, ou devrais-je simplement passer au fait que tu as caché de l'argent sur des comptes offshore? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais exactement de quoi je parle. J'ai un détective privé qui te suit depuis 8 mois. Elle sourit doucement. Je sais pour la maison que tu as visitée. Les plans pour quitter la ville après la naissance du bébé. La façon dont tu te vantais auprès de tes amis de gym de m'avoir amélioré. Sophie se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. C'est dégoûtant. Vous êtes tous dégoûtants. Elle sortit en trompe de la salle à manger. J'entendis la porte d'entrée claquer un instant plus tard. Regarde ce que tu as fait, dit Meghan, retrouvant enfin sa voix. Tu as traumatisé notre fille avec tes délires paranoïaques. Notre fille? Je ris, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. C'est intéressant, parce que selon le test ADN que j'ai fait la semaine dernière, Sophie n'est pas ma fille non plus. Cela glaça tout le monde. Même les enfants des cousins cessèrent de bavarder. Quoi? La voix de Meghan était à peine un murmure. Il y a 17 ans, tu avais une liaison avec ton partenaire d'études de la faculté de droit. Tu te souviens de lui? Marcus Webb, le vrai père de Sophie. Je sortis un autre morceau de papier. C'est incroyable ce qu'on peut découvrir quand on commence à creuser. La mère de Meghan pleurait plus fort maintenant. Son père semblait sur le point de faire une attaque. David regardait sa sœur comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Tu mens, dit Meghan, mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? On devrait t'appeler Marcus et lui demander? J'ai son numéro. Il était très intéressé d'apprendre qu'il pourrait avoir une fille. C'est alors que Meghan craqua complètement. Elle se jeta sur moi par-dessus la table, hurlant des obscénités, ses ongles visant mon visage. Je retins ses poignets facilement, la main tenant tandis qu'elle se débattait et jurait. Lâche-moi, espèce de salaud. Lâche-moi. Meghan, arrête, cria son père. Arrête ça tout de suite. Mais elle était au-delà de la raison, au-delà de tout contrôle. 17 ans de mensonges la rattrapaient d'un coup, et elle s'effondrait devant tous ceux qui comptaient pour elle. Evan tenta de l'aider, tendant le bras par-dessus la table, mais Trish l'attrapa par la cravate et le tira en arrière. N'ose pas la toucher, siffla-t-elle. Tu as fait assez de dégâts. C'est fou, halta-t-il, essayant de desserrer sa cravate. Vous êtes tous fous. Non, dis-je, relâchant finalement Meghan, qui s'effondra sur sa chaise. Nous avons juste fini d'être des victimes. Je regardais autour de la table le désastre de ce qui avait autrefois été une famille. Meghan pleurait maintenant, le mascara coulant sur son visage. Evan se frottait la gorge et regardait vers la porte comme s'il prévoyait de s'enfuir. Les parents restaient silencieux, sous le choc. Eh bien, dis-je, en ramassant ma veste. C'était amusant. Merci pour le dîner. Je sortis de cette maison sans me retourner. Derrière moi, j'entendais la voix de Trish, calme et mortelle, expliquant à tout le monde exactement ce que leur chère Meghan et Evan avaient prévu de nous faire. La phase 1 était terminée, mais nous ne faisions que commencer. Les retombées du dîner de Thanksgiving se répandirent dans la ville comme une traînée de poudre. Dès lundi matin, tout le monde était au courant de la liaison, de la grossesse et des révélations ADN. L'histoire s'était amplifiée avec la rumeur. Certaines versions me faisaient attaquer. Physiquement Evan. D'autres disaient que Meghan avait fait une dépression complète.
Je ne pris pas la peine de corriger les rumeurs. Laissez les gens parler. La vérité était déjà assez dévastatrice. J'étais à l'atelier lundi matin quand Boone appela. « Jésus-Christ, Jacques, qu'as-tu fait ?» Ce qu'il fallait faire. Toute la ville en parle. Le patron de Megan a convoqué une réunion d'urgence ce matin. On dit qu'elle a été suspendue en attendant une enquête pour mauvaise utilisation des ressources de l'entreprise. Ça ne pouvait pas arriver à une meilleure personne. Et le concessionnaire d'Evan est en mode contrôle des dégâts. Apparemment, la moitié de leurs clients menacent d'aller voir ailleurs. Personne ne veut acheter de voiture à un gars qui trompe sa femme avec sa sœur. Je ressentis une sombre satisfaction. Comment va Trish? Mieux que prévu. Elle a demandé le divorce ce matin et a vidé leur compte joint avant qu'Evan ne puisse y toucher. Femme intelligente. Intelligente ne suffisait pas, Trish avait tout planifié à la perfection, jusque dans le timing. Mon téléphone vibra avec un SMS de Sophie. On peut parler? Je suis à l'école, mais je peux sécher la dernière heure. Je lui répondis par SMS. Rendez-vous à l'atelier à 15 heures. Elle arriva pile à l'heure, l'air plus âgé que ses 17 ans. Les événements du week-end l'avaient forcée à grandir vite. C'est vrai, demanda-t-elle sans préambule. Que Marcus Webb est mon vrai père? Je redoutais cette conversation. Oui. Elle hocha la tête comme si elle s'y attendait. Je l'ai cherché en ligne. C'est un avocat à Boston. Marié, 2 enfants. Sophie, c'est bon, papa. Tu es toujours mon père. ADN ou pas ADN, c'est toi qui m'as appris à conduire, qui est venu à mes pièces de théâtre scolaire, qui m'a aidé avec mes devoirs. Sa voix se brisa légèrement. C'est toi qui me voulais vraiment. Je la serrai dans mes bras. Et pendant un instant, elle redevint ma petite fille, celle qui s'endormait sur mes genoux pendant que je lui lisais des histoires avant de dormir. Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle. Maintenant, nous allons trouver comment avancer. Ta mère et moi divorçons. Tu devras décider où tu veux vivre. J'ai déjà décidé. Je reste avec toi. Sophie, tu devrais y réfléchir attentivement. Ta mère t'aime et elle peut t'offrir des choses que je ne peux pas. Comme quoi? Une école privée, une grande maison, des vêtements de marque. Elle recula et me regarda avec ses yeux vert vifs. Papa, elle m'a menti toute ma vie sur qui était mon père, sur sa liaison, sur tout. Comment suis-je censé lui faire confiance maintenant? Je n'eus pas de réponse à cela. D'ailleurs, Sophie continua, quelqu'un doit te surveiller. S'assurer que tu ne fais rien d'autre de fou. C'était une fois seulement. Bien sûr, sourit-elle. Et pendant un instant, elle ressembla à l'adolescente sarcastique que je connaissais et aimais. Alors, quelle est la phase 2 de ton plan machiavélique? Il n'y a pas de phase 2. La vérité est connue. C'est suffisant. Sophie me lança un regard qui disait qu'elle ne me croyait pas une seconde. Papa, je te connais et je connais tante Trish. Vous n'avez pas encore fini. Elle avait raison, bien sûr. Trish m'avait appelé ce matin-là pour me faire le point sur la phase 2 de notre plan, mais Sophie n'avait pas besoin de le savoir. Le mardi matin apporta d'autres bonnes nouvelles. Tina Rodriguez m'appela pour me dire que Megan avait été renvoyée de son cabinet d'avocat. Avec effet immédiat, dit Tina avec une satisfaction évidente. Il s'avère que l'utilisation des ressources de l'entreprise à des fins personnelles est un motif de licenciement, même dans un cabinet prestigieux. Qui l'eût cru? Qu'en est-il de la grossesse? Elle prétend que le bébé est le vôtre, essayant d'obtenir une pension alimentaire, mais nous avons les preuves ADN qui prouvent le contraire. Son avocat aura du mal à expliquer cela. Et la procédure de divorce avance rapidement. Compte tenu des circonstances, vous devriez pouvoir garder la maison et la plupart de vos biens. Elle obtiendra la part qu'elle pourra prouver avoir apportée, mais c'est tout. Et Sophie? Étant donné que Megan a menti sur la paternité pendant 17 ans, et étant donné la préférence exprimée par Sophie de vivre avec vous, la garde ne devrait pas poser de problème. Je raccrochai, l'impression d'avoir gagné à la loterie. Pour la première fois depuis des mois, l'avenir s'annonçait radieux. Cet après-midi-là, je travaillais sous le capot d'une voiture de client quand j'entendis des pas familiers sur le sol du garage. Bonjour, Jacques. Je me glissai de dessous la voiture pour trouver Evan debout dans mon atelier, l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre, son costume chair froissé.
Evan, qu'est-ce qui vous amène dans mon humble établissement? Nous devons parler. Ah oui? Il regarda autour de l'atelier nerveusement, comme s'il craignait que quelqu'un n'écoute. Écoutez, je sais que vous êtes en colère. En colère? Je me levai, m'essuyant les mains sur un chiffon. Pourquoi serais-je en colère? Juste parce que vous avez couché avec ma femme et que vous avez l'intention de détruire ma vie? Ce sont des choses de garçon, n'est-ce pas? Ça ne devait pas se passer comme ça. Comment ça devait se passer? Alliez-vous m'envoyer une carte? Cher Jacques, merci pour la femme et l'enfant. J'espère que ça ne vous dérange pas si nous ruinons votre réputation en partant. Evan tressaillit. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Mais vous étiez prêt à le faire si ça vous apportait ce que vous vouliez. Il ne le nia pas. Qu'est-ce que vous voulez de moi, Jacques? De l'argent? Je peux vous payer. Je ne veux pas de votre argent. Alors quoi? J'étudiais son visage, y voyant le désespoir. C'était un homme qui avait tout perdu ce qui comptait pour lui. Sa femme, sa réputation, son entreprise. Il se noyait et cherchait quelqu'un pour lui lancer une corde. Tant pis pour lui. Je n'avais plus de corde à lui lancer. Je veux que vous compreniez quelque chose, dis-je doucement. Vous pensiez être tellement meilleur que moi, plus intelligent, plus riche, plus sophistiqué. Vous me regardiez et voyiez un raté, un moins que rien, quelqu'un sur qui on pouvait marcher sans conséquence. Ce n'est pas vrai. C'est exactement vrai. Vous et Mégane. Vous pensiez que j'étais trop stupide pour comprendre ce que vous faisiez, trop faible pour riposter. Je m'approchai et il recula instinctivement. Mais voici le problème avec le fait de sous-estimer les gens, Evan. Parfois, ils vous surprennent. Jacques, s'il vous plaît. Je n'ai pas terminé. Ma voix devenait plus dure, plus froide. Vous vouliez tout me prendre. Ma femme, ma fille, ma maison, ma réputation. Vous vouliez me laisser sans rien pendant que vous partiez vers le soleil couchant avec votre nouvelle vie parfaite. Je suis désolé. Non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes désolé d'avoir été pris. Vous êtes désolé que votre plan n'ait pas fonctionné, mais vous n'êtes pas désolé pour ce que vous m'avez fait. Je souris, et ce n'était pas un joli sourire. La bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas désolé non plus pour ce que je vous ai fait. Evan me regarda longuement, puis se retourna et se dirigea vers la porte. Il s'arrêta sur le seuil et regarda en arrière. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est. Vous ne le savez juste pas encore. Après son départ, j'appelai Trish. Il est venu me voir, lui dis-je. Désespéré? Très. Quelle est la situation de votre côté? Les papiers du divorce ont été signifiés ce matin. Il va se battre, mais son avocat lui a déjà dit que c'était sans espoir. J'ai trop de preuves. Sa voix était satisfaite. Oh, et j'ai eu une conversation intéressante avec son patron aujourd'hui. À propos de quoi? À propos de la voiture de fonction qu'il utilise à des fins personnelles. Il s'avère que promener sa maîtresse dans un véhicule de l'entreprise est aussi un motif de licenciement. Alors, il est sans emploi. Dès cet après-midi. Et avec sa réputation dans cette ville, il ne trouvera pas de nouveau travail de sitôt. Qu'en est-il de Mégane? Sur liste noire. Aucun cabinet d'avocats de l'État ne l'embauchera après ce qui s'est passé. Elle aura de la chance de trouver du travail comme parajuriste dans un cabinet de centre commercial. Je ressentis à nouveau cette sombre satisfaction. Ils avaient voulu nous détruire et ils s'étaient détruits eux-mêmes. Il y a une dernière chose, continua Trish. Je pense qu'il est temps pour la phase finale. La phase finale du plan de Trish était élégante dans sa simplicité. Elle avait organisé une collecte de fonds communautaires, une vente aux enchères silencieuse pour récolter de l'argent pour l'hôpital pour enfants local. Toutes les familles éminentes de la ville seraient là, ainsi que les chefs d'entreprise, les politiciens et les arrivistes, y compris les personnes qui avaient autrefois été les amis de Mégane et Evan. C'est parfait, expliqua Trish autour d'un café. Ils vont tous les deux se présenter parce qu'ils sont désespérés de sauver leur réputation. Et quand ils le feront? Quoi? Tu verras. La collecte de fonds eut lieu au country club où Mégane avait autrefois été membre. Je n'avais pas mis les pieds là-bas depuis des années. Ce n'était pas vraiment mon genre d'endroit, mais Trish avait insisté pour que j'y assiste. Crois-moi, avait-elle dit. Tu ne veux pas rater ça. J'arrivai avec un retard élégant,
portant le seul bon costume que je possédais. La salle de bal principale était bondée de l'élite de la ville, tous vêtus de leurs plus beaux atours et faisant semblant de se soucier des enfants malades pendant qu'ils potinaient et concluaient des affaires. Je repérai Meghan immédiatement. Elle se tenait près du bar, l'air mal à l'aise dans une robe qui était probablement censée cacher sa grossesse. Quelques personnes lui parlaient, mais leur langage corporel était froid, distant. Evan était de l'autre côté de la pièce, essayant d'engager la conversation avec un groupe d'hommes qui ne voulaient clairement rien avoir à faire avec lui. Il ne cessait de jeter des coups d'œil vers la sortie comme s'il prévoyait de s'enfuir. « Jacques, vous êtes là. » Je me retournai pour voir Trish s'approcher, magnifique dans une robe de cocktail noire. Elle avait perdu du poids depuis Thanksgiving, et il y avait quelque chose de différent chez elle, une confiance qui n'était pas là auparavant. « Vous avez bonne mine, lui dis-je. Je me sens bien. La vengeance me va bien. » Elle me tendit une coupe de champagne. « Êtes-vous prêt pour le spectacle ? » « Quel spectacle ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, les lumières s'estompèrent et quelqu'un tapota un microphone sur la petite scène à l'avant de la pièce. « Mesdames et messieurs, merci à tous d'être venus ce soir. Avant de commencer la vente aux enchères, nous avons une présentation spéciale. » Un grand écran descendit du plafond et un projecteur s'alluma en clignotant. Je regardai Trish, qui souriait comme un chat ayant attrapé une souris particulièrement dodue. « Qu'avez-vous fait ? » J'ai réalisé un petit documentaire sur l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité dans notre communauté. L'écran s'illumina avec une carte de titre, astérisque vérité et conséquences, un message communautaire astérisque. Ce qui suivit fut un chef-d'œuvre d'humiliation publique. Trish avait compilé toutes les preuves que nous avions recueillies, photos, emails, relevés financiers, déclarations de témoins en une présentation de 15 minutes qui exposait l'affaire de Meghan et Evan dans les moindres détails. Mais il ne s'agissait pas seulement de l'affaire. Elle avait lié leur trahison personnelle à leur inconduite professionnelle, montrant comment leurs mensonges et leurs tromperies avaient affecté leurs clients, leurs employeurs et leurs familles. La salle était plongée dans un silence de mort pendant la présentation. Je pouvais voir Meghan et Evan près de leurs sorties respectives, tous deux semblant vouloir disparaître dans le sol. La dernière diapositive était une photo d'eux dans un hôtel avec un texte superposé, « Certaines personnes feront n'importe quoi pour obtenir ce qu'elles veulent. » La question est, quel genre de communauté voulons-nous être ? Quand les lumières se rallumèrent, le silence s'étira pendant ce qui sembla une éternité. Puis quelqu'un commença à applaudir. Lentement, d'autres se joignirent à lui jusqu'à ce que toute la salle applaudisse. Pas pour Meghan et Evan, mais pour la présentation elle-même, pour la vérité. Je les cherchais du regard, mais ils avaient tous deux disparu. Ils s'étaient enfuis dans la nuit comme les lâches qu'ils avaient toujours été. C'était brutal, dis-je à Trish. C'était la justice. Le reste de la soirée fut un flou de félicitations et de conversations. Des gens qui avaient à peine reconnu mon existence auparavant étaient soudainement mes meilleurs amis. Tout le monde voulait entendre ma version de l'histoire, offrir son soutien, se distancier des parias que Meghan et Evan étaient devenus. Il était après minuit quand je rentrai enfin chez moi. Sophie m'attendait, assise à la table de la cuisine avec son ordinateur portable. « Comment s'est passée la collecte de fonds » demanda-t-elle innocemment. « Tu sais déjà, n'est-ce pas ?» Elle tourna son ordinateur portable pour me montrer une vidéo qui avait déjà été postée en ligne. Toute la présentation filmée par quelqu'un dans le public est mise en ligne sur les réseaux sociaux. C'est devenu viral, dit-elle. Plus de 50 000 vues au cours des 2 dernières heures. Les commentaires sont brutaux. Je m'assis en face d'elle, me sentant soudain épuisé. Tu penses qu'on est allé trop loin? Sophie réfléchit sérieusement à la question. Ils ont essayé de te détruire, papa. Ils ont menti, triché et manipulé tout le monde autour d'eux. Ils ont fait leur choix. Elle ferma l'ordinateur portable. D'ailleurs, tout ce que tu as fait, c'est dire la vérité. S'ils ne peuvent pas gérer les conséquences de leurs actes, c'est leur problème. Mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Vous avez gagné. Nous quittons la ville. Ne nous contactez plus. Je le montrai à Sophie qui leva les yeux au ciel. Un peu trop dramatique? Probablement. Evan, ta mère n'admet jamais la défaite aussi facilement. Comme si mes mots l'avaient invoqué, des phares balayèrent la fenêtre de la cuisine. Une portière de voiture claqua. Et un instant plus tard, Meghan franchit la porte d'entrée. Elle avait l'air terrible. Ses cheveux étaient en désordre,
son maquillage étalé, sa robe froissée. Elle avait pleuré et probablement bu. Bonjour. Megan, dis-je calmement. Espèce de salaud. Sa voix était pâteuse, instable. Tu as tout détruit. Je n'ai rien détruit. J'ai juste révélé ce qui était déjà là. Elle chancela, saisissant le cadre de la porte pour se soutenir. 2 ans de mariage, et c'est comme ça que tu me rembourses? Te rembourser. Je me levai lentement. Pourquoi faire? Pour m'avoir menti sur la paternité de Sophie? Pour avoir eu une liaison avec le mari de ta sœur? Pour avoir planifié de ruiner ma réputation et de prendre tout ce pour quoi j'ai travaillé? Ça ne devait pas se passer comme ça. Comment ça devait se passer? Tu allais me quitter pour Evan, prendre Sophie, prendre la maison et me faire passer pour un alcoolique instable à qui l'on ne pouvait confier la garde. Pensais-tu que j'allais me laisser faire? Sophie se leva aussi, se plaçant à côté de moi. Maman, tu dois partir. Megan regarda sa fille avec ce qui aurait pu être un déchirement. Sophie, chérie, tu ne comprends pas, je comprends parfaitement. Tu m'as menti toute ma vie à propos de papa, à propos de toi, à propos de tout. La voix de Sophie était ferme, mature au-delà de son âge. Je ne veux pas te voir pour l'instant. Mais je suis ta mère. Tu es la femme qui m'a mis au monde. Il y a une différence. Le visage de Megan se froissa. Pendant un instant, j'eus presque pitié d'elle. Presque. Ce n'est pas fini, dit-elle, faisant écho au mot précédent d'Evan. Si, ça l'est. Je marchai vers la porte d'entrée et la tins ouverte. Tu as fait tes choix, Megan. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Elle me regarda longuement, puis marcha d'un pas hésitant vers la porte. Elle s'arrêta sur le seuil et regarda en arrière. Je t'ai aimé autrefois. Non, tu ne m'as pas aimé. Tu as aimé ce que je pouvais t'offrir. La stabilité, la respectabilité, la couverture pour tes mensonges. Je rencontrai son regard sans sourciller. Mais tu ne m'as jamais aimé. Après son départ, Sophie et moi restâmes dans la cuisine silencieuse, écoutant sa voiture quitter l'allée. Tu vas bien? Demanda Sophie. Oui, je crois que oui. Et pour la première fois depuis des mois, c'était réellement vrai. Le lendemain matin apporta la nouvelle que Megan et Evan avaient en effet quitté la ville. Leur maison était déjà sur le marché, leurs affaires emballées et disparues. Ils s'étaient enfuis dans la nuit comme les lâches qu'ils avaient toujours été, ne laissant derrière eux que des débris et des murmures de potins. Trish appela vers midi, sa voix pétillante de satisfaction. As-tu vu les nouvelles? Ils sont partis. Bon débarras. Oh, et Jacques, j'ai eu un appel de l'avocat d'Evan ce matin. Il ne va pas contester le divorce. Apparemment, il veut juste que ce soit terminé le plus vite possible. Et Megan, silence radio. Son avocat s'est retiré de l'affaire hier. Je pense qu'elle a abandonné. Je sentis un poids se lever de mes épaules dont je n'avais même pas réalisé l'existence. C'était fini. Vraiment, vraiment fini. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demandai-je. Je pense à déménager quelque part de plus chaud. La Floride, peut-être. Prendre un nouveau départ, elle marqua une pause. Et toi? Je regardais autour de ma cuisine, à cette maison que j'avais failli perdre. À la vie que j'avais lutté pour garder. Je pense que je vais rester ici. C'est ma maison. Et Sophie? Elle reste aussi. Tout ira bien pour nous. Après avoir raccroché, je sortis dans le garage où ma Mustang m'attendait. Le moteur sur lequel je travaillais depuis 3 ans, celui que Megan avait toujours tourné en dérision comme une perte de temps et d'argent. Je tournai la clé et il rugit, démarrant du premier coup. Timing parfait. Je restais là, écoutant le moteur ronronner, pensant à tout ce qui s'était passé. Megan et Evan avaient voulu me dépeindre comme le méchant de leur histoire, l'obstacle à leur bonheur qui devait être éliminé. Ils avaient eu ce qu'ils voulaient. J'étais devenu le méchant. Mais parfois, le méchant est exactement ce dont l'histoire a besoin. J'allumai une cigarette, m'appuyai contre ma Mustang parfaitement fonctionnelle et souris. Ils avaient voulu un combat, et je leur avais donné une guerre. Ils avaient voulu me détruire, et au lieu de cela, ils s'étaient détruits eux-mêmes. Au final, je leur avais donné exactement ce qu'ils méritaient.